19h, entre chien et loup. La ville s'enveloppe d'une ambiance feutrée. Vous vous tenez devant une discrète porte semblable à tant d'autres. Seules quelques vibrations profondes trahissent l'effervescence enfouie en ces lieux. Vous vous lancez et toquez. En un instant, vous voici dans un grand hall sombre. L'ambiance se fait plus présente. Les pulsations deviennent les contours d'une musique sur laquelle se mêle le bourdonnement de conversations animées. Devant vous se tiennent quelques personnes qui vous observent. Vous déclinez votre identité et vous présentez brièvement. Après une concertation, l'un d'eux se retourne vers vous et acquiesce de la tête. Vous êtes validé. On vous dirige alors le long de ce grand hall. Les sons se font plus précis. Vous distinguez des timbres de voix de femmes, d'hommes qui de concert se plaisent à rire. On vous ouvre alors la dernière porte. Vous êtes à la taverne des Braves. C'est dans une ambiance chaleureuse et lumineuse que se mélange une musique enjouée et des conversations aux tonalités souriantes. Autour des tables, on se souvient, on se découvre, on rigole, on débat, on vit. Chaque regard que vous croisez vous accueille d'un large sourire. Vous vous sentez chez vous. Au fond de la pièce, l'éternel groupe de ceux qui restent debout discute hardiment des sujets qui leur passent par la tête. Ça se chamaille, ça se taquine, ça rigole, ça raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Le tout dans des joutes verbales anarchiques et joyeuses. Soudain, le calme se fait. Les conversations tournent au murmure. De l'autre côté du zinc surgissent les barman hissant fièrement leurs potions. La taverne exulte. Vous vous installez sur une chaise haute et regardez ces serveurs jongler avec les mots et préparer des cocktails de thèmes enjoués et enivrants. La soirée peut enfin commencer. Vous êtes au comptoir des Braves. Salutations à tous et bienvenue aux Braves vérifiés, aux certifiés et aux mécènes. Mais pas que, également bienvenue aux auditeurs de passage qui ont vu de la lumière et qui sont venus s'accouder par curiosité. Le comptoir, c'est une émission faite par des braves, pour des braves, mais pas que, car nous souhaitons faire passer un bon moment à tous ceux qui vont prendre le temps de venir nous écouter. Le principe est on ne peut plus simple. Des chroniqueurs, des rubriques, des sujets divers et variés, allant de la culture à la science, et le tout dans une ambiance que l'on a envie de qualifier de bon enfant. Je suis Ambrose, votre hôte, et à la carte ce soir, tel un western spaghetti, nous aurons l'indétrônable, le revenant et le bleu. 3 chroniqueurs et 3 sujets bien différents les uns des autres pour notre plus grand plaisir. L'indétrônable, c'est notre cher Mathieu, qui nous revient avec sa chronique sur les génies occidentaux, et il nous parlera cette fois-ci d'un philanthrope belge qui a fait des émois encore jusqu'à nos jours. Comment vas-tu Mathieu ? Très bien Ambrose, bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir à nouveau. Eh oui, ça faisait déjà quelques temps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, je suis très heureux de revenir. Tu es l'indétrônable avec cette chronique qui finalement plaît à tout le monde. Alors nous allons avoir le revenant, c'est notre cher H, qui a décidé avec son cabinet de curiosité de rester un peu dans le thème du canard, tout en s'en éloignant quand même beaucoup, en nous parlant d'une erreur de la nature qui, à notre grande surprise, vit en Australie. Comment vas-tu H ? Salut à tous, et puis ça me fait extrêmement plaisir de revenir après plaisir partagé en tout cas. Quelques temps d'absence. Ouais, mais au moins voilà, tu n'étais pas perdu, tu n'étais pas loin, tu es revenu. Tout à fait. Donc ça va très bien, merci. C'est parfait, ravi de t'avoir de nouveau parmi nous. Et notre petit nouveau, que je vais présenter de ce pas, c'est Audric. Et pour sa première, il a décidé de nous parler d'un petit bout de métal rond qui en a fait tourner des têtes et qui régit notre monde. Salut Audric et bienvenue au comptoir, bienvenue dans l'équipe. Oui, bonsoir Ambrose, bonsoir à tous et très honoré d'être là. Eh ben c'est nous qui sommes honorés de t'avoir, en tout cas ça nous fait vraiment plaisir. Donc ça va, pas trop stressé pour ta première ? Bah, je t'avoue qu'un petit peu, mais Ouais. bon, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur et je vais essayer de faire de mon mieux, même si c'est pas si évident que ça. J'ai passé quelques petites journées à préparer ma chronique et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ouais, mais bon. Ça veut dire que ça va être... C'est le signe en tout cas d'une chronique très certainement de qualité. Et puis bon, comme tu es le petit nouveau,
on va faire un petit bisutage. Et c'est donc avec ta chronique que l'on va commencer. Donc, Audric, de quoi as-tu décidé de nous parler pour ta première venue dans le comptoir ? Aujourd'hui, je vais vous parler du Bitcoin. Alors, c'est quelque chose dans lequel je suis tombé en 2021. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vachement intéressé. Alors, je suis pas économiste, je suis pas financier, mais j'ai fait pas mal de lectures, j'ai écouté pas mal de podcasts et je voudrais partager avec vous, en quelque sorte, une nouvelle passion que j'ai découverte. Et cette passion, ça s'appelle le Bitcoin. Et c'est une monnaie qui devient plus rare avec le temps, qui, d'une manière programmatique, tous les 4 ans, il se produit un événement qui s'appelle le halving. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, le halving qui va se passer, c'est bientôt, c'est en avril cette année. Le halving, c'est le fameux bull run, c'est ça ? Oui, c'est souvent ce qui déclenche le début du bull run, D'accord. parce que c'est une manière de réduire la production de Bitcoin. C'est le Bitcoin, il est miné par des mineurs, des serveurs décentralisés, pour imaginer. Oui. Et il y a un certain nombre de Bitcoin qui est miné tous les jours, toutes les 10 minutes. Et tous les 4 ans, cette quantité qui entre en circulation, elle est réduite de moitié. Donc c'est comme si il y avait de l'or qui était miné et que d'un coup, les mines d'or, la quantité d'or qui sortait des mines d'or était réduite instantanément de moitié. D'accord, on raréfie volontairement la production de Voilà, Bitcoin. c'est une raréfication programmée. Ok. Et c'est assez simple. L'offre diminue, la demande reste la même, donc les prix montent. Sauf que vu que les gens savent que l'offre va diminuer, ça crée un engouement général et donc la demande elle reste pas la même, elle augmente. Ce qui crée un bull run extraordinaire, les gens font des leviers, des emprunts, ils achètent, ça monte vers des nouveaux sommets jusqu'à ce que ça devienne insoutenable et ça s'effondre. Ça s'effondre, mais ça ne s'effondre jamais plus bas que le dernier fond qui était plus bas il y a 4 ans. Le dernier palier. Donc, tous les 4 ans, ça monte, quoi. Oui, voilà. Tous les derniers creux sont de plus en plus hauts. Donc, on est depuis la sortie du Bitcoin en 2009, on est dans une montée permanente. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que là, si je mets 100 € aujourd'hui, j'ai une petite chance de faire une petite plus-value dessus, admettons 110 € au lieu de 100 € à partir d'avril, parce que les prix vont monter et que je vais jamais redescendre à 99 €. Au plus bas, je peux retrouver ma mise de départ, c'est ça ? Ce que je veux dire par là, c'est que sur un cycle de 4 ans, tout le monde est gagnant. En tout cas, D'accord. sur la courte existence du Bitcoin de 15 ans. Si quelqu'un met de l'argent, peu importe à n'importe quel moment dans le cycle, avant, après le halving, sur 4 ans, s'il attend au minimum 4 ans, il est sûr d'avoir un gain. Ok, d'accord. Alors, j'avais Voilà. cru comprendre quelque chose aussi à propos du Bitcoin, c'est que donc, tous les Bitcoins ne sont pas encore complètement minés, mais il y a bien un moment où ça va s'arrêter, où ils vont tous être minés. Oui, voilà. Une grande partie des bitcoins sont déjà en circulation. Il y en aura 21 millions maximum de minés. Et on est actuellement à 19 millions et quelques. Donc les derniers 2 millions qui vont être minés seront être minés sur les... on estime que le dernier bitcoin sera miné en l'an 2140 et quelques. Donc on a encore Ok, d'accord. un bon peu de temps. D'accord. Ouais. Moi, je croyais vraiment que ça allait... Mais à ce moment-là, les mineurs de bitcoin, ils sont rémunérés par la création de nouveaux bitcoins, bien sûr, mais pas que, mais aussi par les frais de transaction. Et on estime que le bitcoin sera tellement utilisé dans ce futur-là que même la disparition de création de nouveaux bitcoins, simplement les frais de transaction suffiront à rémunérer les mineurs. D'ailleurs, ça s'est déjà produit. Cette année, il y a eu des moments où les frais de transaction avaient surpassé la valeur de quantité de bitcoin qui était créée en un bloc. C'est bien que tu aies fait cette chronique parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi et finalement on se fait une espèce de millefeuille argumentatif par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire on a des bouts de ci, des bouts de là. Donc moi le peu que je connais de cette monnaie, j'avais cru comprendre que aujourd'hui ce n'était plus rentable du tout de miner le Bitcoin. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. C'est de plus en plus rentable. D'accord. Et le hash rate, c'est-à-dire la quantité de puissance informatique qui est allouée au minage du Bitcoin, est à des nouveaux sommets, et tous les jours, elle est à des nouveaux sommets. C'est incroyable. Même récemment, Elon Musk, il a retweeté la courbe de croissance d'utilisation du hash rate du Bitcoin, et il a fait « Waouh, c'est incroyable ». Le hash rate, est-ce que tu peux le définir ? Le hash rate, en quelque sorte, c'est un moyen de mesurer
la puissance de calcul informatique qui est allouée au minage du Bitcoin. Voilà. C'est représenté sous une forme de hash rate. Parce qu'en fait, c'est pas uniquement l'énergie qui est utilisée, c'est également la puissance de calcul qui, par des processeurs spécialisés, d'ailleurs, c'est des trucs qui sont faits pour le minage du Bitcoin, ça s'appelle des ASICs, et où c'est un processeur qui est optimisé au maximum, overclocké, pour générer du hash rate. Mais quand je disais c'est pas rentable, ce que je veux dire, c'est par exemple pour un particulier qui va investir dans du matériel pour miner le Bitcoin. Ah oui, pour un particulier, ok, d'accord. Oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vaut réellement le coup? Pour un particulier, non, parce que, c'est pas rentable. c'était rentable il y a 15 ans. Tu avais ton ordinateur, tu laissais tourner et derrière, bon, bah, tu avais récupéré quelques miettes de Bitcoin qui finalement aujourd'hui valent énormément. Mais en termes de consommation d'électricité et toutes des choses comme ça, est-ce que ça vaut réellement le coup? Je suis pas certain. Enfin, c'est ce que j'avais cru. Non, ça vaut pas le coup. Non. Maintenant, il faut être un professionnel. C'est purement. C'est quelque chose qui est vraiment fait. Voilà, c'est fait par des professionnels. C'est des containers et des hangars de machines pour miner du Bitcoin qui vont là où l'électricité est le moins chère dans le monde, à côté d'un barrage, à côté d'une centrale nucléaire, à côté d'un volcan, là où il n'y a personne et où l'électricité est pas chère et abondante. C'est le seul moyen d'être compétiteur dans le Bitcoin. En tant que perso, sur ton PC, à la maison, c'est devenu pas rentable. Pour vous faire comprendre le Bitcoin, je suis pas venu vous parler de tous les aspects techniques. Je suis venu vous parler par un prisme plutôt économique. Parce que le Bitcoin, on l'appelle aussi l'or digital. Et l'or digital, c'est une très bonne métaphore. Parce que ça implique que pour comprendre le Bitcoin, pour comprendre ce qui donne la valeur au Bitcoin, qu'est-ce que la valeur du Bitcoin, c'est intéressant d'abord de comprendre ce qu'est... pourquoi l'or a de la valeur, tout simplement. Et si on veut comprendre pourquoi l'or a de la valeur, pourquoi on est tous attirés par ce caillou jaune, eh bien, il faut comprendre pourquoi l'or est une monnaie. Qu'est-ce que la monnaie, en fait? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est une petite leçon de base d'économie sur la monnaie. On est tout oui. Ok, donc les manuels d'économie nous disent que la monnaie, elle remplit, c'est un outil qui remplit 3 fonctions. D'abord, c'est un intermédiaire d'échange, alors que le troc, c'est un échange direct. On passe par la monnaie pour faire un échange indirect. D'ailleurs, c'est beaucoup plus efficace. Au lieu de je fais des pommes, j'ai besoin d'une chaise, par contre, le mec qui fait des chaises, il veut pas de mes pommes. Comment je fais? Je trouve quelqu'un qui veut des pommes, qui m'échangerait peut-être contre quelque chose que le mec qui veut des chaises veut? Non, c'est trop inefficace. On utilise la monnaie comme indirect, mais ça vous le savez tous. Ça résout la coïncidence des besoins. Donc on vend nos biens que peu de monde voudrait pour quelque chose que tout le monde veut, et ensuite à notre tour, on obtient des biens et des services de n'importe qui. Premièrement, un intermédiaire d'échange. Ensuite, une unité de compte. Grâce à la monnaie, on peut mesurer, on peut compter les choses. Comme le mètre mesure la distance, le thermomètre mesure la température, et bien la monnaie, ça mesure la valeur. Excepté que, contrairement à l'objectivité des exemples que je vous ai donnés, la distance, la température, tout ça c'est objectif. La valeur, ça ne l'est pas, c'est fluctuant. C'est le prix, c'est ce qui est déterminé par une rencontre entre l'offre et la demande. Troisièmement, après l'intermédiaire d'échange d'unité de compte, c'est une réserve de valeur. La monnaie, ça nous donne une capacité incroyable de se projeter dans le temps. Et oui, c'est grâce à la monnaie qu'on stocke, qu'on accumule, qu'avec notre petit travail du quotidien, on le transforme en monnaie, on l'accumule et on peut faire un achat, un gros achat futur, qui dépasse de largement la valeur de notre travail du quotidien. Et en ça, c'est incroyable. Ça nous permet de réfléchir à l'avenir. Et même, ça nous permet aussi de nous assurer contre elle. Parce que l'avenir, ce qui est certain, c'est qu'il est incertain. Avoir un peu de monnaie en prévision, ça nous permet de nous assurer. Donc ça, c'est les 3 fonctions de la monnaie. D'accord. Et la monnaie, c'est tout simplement l'outil qui remplit au mieux ces 3 fonctions. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, au fil des époques et des lieux, on a eu une multitude de biens qui ont été de la monnaie. Alors, juste une question pour préciser, quand tu dis monnaie, tu englobes, on va dire, tout ce qui a été utilisé pour faire un échange, symboliquement. C'est-à-dire que tu peux... Tout ce qui remplit les 3 fonctions que je viens d'expliquer. Exactement, les 3 fonctions. Tout ce qui remplit les 3 fonctions. Autant de la pièce de monnaie, comme du billet, comme du chèque, comme de l'argent numérique. Et comme de monnaie, exactement. Mais il y a aussi des monnaies plus primitives. Dans le temps, ça a été le sel. D'ailleurs, c'est là d'où vient le mot salaire. Ah d'accord. Ça a été des coquillages qui ont été utilisés en Amérique du Nord, en
en Il y a Afrique. des endroits où Aussi ça des graines de continue, en plus, cacao. les coquillages. Je crois qu'il y a des endroits encore où il faut... Oui, tu as certains coquillages qui sont très rares, donc ils ont une capacité à garder leur valeur. Les Voilà, métaux c'est précieux utilisé. aussi, les bijoux et les métaux précieux ont servi Exactement. en leur temps. On a aussi les graines de cacao. Alors je reste encore dans les monnaies primitives. Les graines de cacao, ça a été utilisé en Amérique centrale. Et puis voilà, ensuite les métaux précieux, les pièces de cuivre, d'or, d'argent. Pourquoi sous forme de pièces? Parce que ça nous permettait d'avoir une mesure précise. Ok, on a tant de grammes d'or, tant de grammes de cuivre, tant de grammes d'argent, ça représente telle valeur. C'est facile pour vérifier l'authenticité. Hein. Il y a le sceau du roi dessus. Et d'ailleurs, on utilise encore le mot argent comme un synonyme de monnaie. Vous avez remarqué, depuis le début, j'ai pas utilisé une seule fois le mot argent, alors que dans le langage courant, on utilise argent, on n'utilise pas monnaie. C'est vrai. Mais c'est la même chose, en fait. C'est juste que l'argent, c'est ancré dans notre imaginaire en tant que monnaie, parce que l'argent a été utilisé en tant que monnaie courante pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que l'or, ayant trop de valeur dans une pièce d'or, pour faire des petits achats, on utilisait des pièces d'argent, tout simplement. On gardait la pièce d'or pour faire des gros achats. On peut pas acheter un café avec de l'or, quoi. Sinon il faudrait de la poudre d'or, c'est pas pratique. Et aujourd'hui, on a des monnaies qu'on appelle fiduciaires, ou des monnaies fiat, comme l'euro, le dollar, le yuan. Qu'est-ce que tu entends par Des fiat monnaies politiques. comment- C'est le terme pour dire... Alors fiat, ça vient d'un mot latin, il me semble, pour dire par décret. Mhm. En gros, c'est des monnaies qui disent le roi décrète que, la politique décrète, le gouvernement décrète que c'est ça la monnaie. D'accord. L'euro, le dollar, le yuan, tout ça, c'est des monnaies qu'on est obligé légalement d'utiliser sur un territoire. D'accord. Donc voilà, j'ai fait un petit peu un historique des monnaies d'avant et d'aujourd'hui. Et moi, demain, je suis de ceux qui pensent que ça sera le Bitcoin. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ok, alors, avant de te laisser dérouler, j'ai une question. Oui. Comment je fais pour acheter ma baguette de pain ou mon croissant en tant que Français avec un Bitcoin? Est-ce que c'est faisable à l'heure actuelle? Et, d'ailleurs, juste, c'est faisable. je me permets de dire, ça me fait penser à un de mes professeurs que j'avais eu quand j'étais au collège, ça devait être en 6e, où il nous avait juré mordicus qu'on n'irait pas acheter notre baguette de pain en euros. Il nous avait dit que c'était pas envisageable. Si. Et voilà. Et maintenant, elle est à 1,10 €. 1 franc 10, 1,10 €, la conversion est logique. Mhm. Donc voilà, excuse-moi Rodrigue, vas-y, je t'en prie. C'est une bonne question. En fait, pour l'instant, c'est très peu courant. En fait, il faut que tu trouves un boulanger qui accepterait de te vendre une baguette de pain en Bitcoin, tout simplement. Ce qui veut dire que du coup, la valeur de sa baguette de pain fluctue en fonction de... C'est exactement ce que du j'ai dit. marché, Ça oui. fluctue Et oui, beaucoup trop pour l'instant. oui. En fait, le Bitcoin n'est pas une monnaie stable pour l'instant. C'est plutôt une réserve de valeur. Comme l'or, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'utilise pas de l'or pour acheter du pain. Ah, On si, utilise de moi, l'or. moi, je paye en louis d'or encore. Et non, on utilise l'or non pas pour les achats du quotidien, mais pour une réserve de valeur, pour se protéger de l'inflation, justement. Ouais. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de certaines monnaies, et en une petite anecdote, une monnaie, ça peut être aussi des cigarettes. Où ça? Dans le milieu carcéral, tout simplement. Ouais, Et l'alcool aussi. c'est- l'alcool. Ouais, l'alcool, les cigarettes. Et d'ailleurs, c'est un phénomène intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où il n'y a pas de monnaie officielle. Donc, il n'y a pas de monnaie fiat, il n'y a pas d'autorité qui a décidé qu'il y avait une monnaie. Et donc, ça a émergé tout seul. Ça remet en cause le fait que certains disent la monnaie, c'est César. Bah, Donc de la toute monnaie, façon, c'est un phénomène émergent. on a toujours trouvé un moyen de faire du troc, quoi qu'il en soit. Voilà, Ouais, en fait, la c'est monnaie, ça. c'est un phénomène émergent et ça répond à nos besoins de faire des échanges. Alors, on pourrait donner une définition. La monnaie, c'est un bien qui est globalement accepté comme un moyen d'échange. Point barre. C'est simple. Oui, c'est très bien. Voilà. Mais bon, la question se pose. Si un bien devient une monnaie et pas un autre, c'est forcément que ce bien a des attributs, a des propriétés, qui fait qu'il est meilleur qu'un autre bien pour être une monnaie. Vous êtes d'accord? Mhm. Bien sûr. Voilà. Donc, ces propriétés, ces attributs, ils sont connus. Pour qu'un bien soit une bonne monnaie, il faut plusieurs choses. Plein de choses, mais je vais résumer en 6 attributs. D'accord. Il faut qu'il soit divisible, hein, on doit pouvoir l'utiliser pour faire des petits paiements. Il faut qu'il soit portable, il ne faut pas que ce soit trop lourd, il faut que ce soit transporté facilement, il faut que chaque unité possède beaucoup de valeur, comme ça je peux la transporter beaucoup de valeur sur une grande distance. Il faut que ce soit durable, il ne faut pas que ça se détériore, quoi. C'est pour ça que mes pommes ne font pas une bonne monnaie. Il faut que ce soit interchangeable, donc fongible. Il faut qu'une pièce d'or, ça équivaut à une pièce d'or, que je puisse l'échanger une pour l'autre d'une manière indistinguée.
Et il faut que ce soit vérifiable. Il faut que facilement on puisse vérifier quel est le vrai du faux. Hein, un billet d'euro, les caissiers, vous voyez, ils passent leur petit stylo pour vérifier si c'est un faux. La pièce d'or, qu'est-ce qu'on faisait? On la mordait. On faisait comme pour jouer à pile ou face, où on mordait dedans, comme ça, on écoutait le son que ça faisait, ça nous permettait de vérifier que c'était une bonne pièce Il y avait d'or. les assignats aussi qui ont été un peu les débuts des billets d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ça c'est... C'est une autre histoire. C'était une monnaie qui est basée sur rien et c'est parti en hyperinflation assez rapidement. D'accord. Ah oui, Et, si on a 30 secondes, c'est quoi l'histoire de. L'assignat, je il connais me pas du semble tout, que moi. c'était. Alors l'assignat, c'est une monnaie qui a mis en place les révolutionnaires pour vendre les biens des nobles, en quelque Ah, sorte. si d'accord. moi je me souviens Ouais. bien, après je peux me tromper, et puis au pire ce sera Mais coupé. je suis pas sûr, mais hein, je connais pas trop. c'est en l'assignat. fait l'assignat, et c'est l'ancêtre du billet, c'est-à-dire qu'ils échangeaient ta monnaie contre parce que moi j'en ai un en fait, enfin mes parents en ont un sous verre, qui avait un certain montant en fait, et puis tu pouvais après échanger. C'est vraiment l'ancêtre du billet, l'assignat. Ouais, c'est un peu comme les bons du trésor, du coup. Oui, par En exemple. quelque ouais. sorte, oui, la monnaie papier représentait une certaine quantité d'or que tu pouvais ensuite aller échanger à la banque. Mhm. Mais ça c'est bien plus tard. Je vous ai dit que la monnaie, les attributs d'une bonne monnaie, c'est divisible, portable, durable, fongible, vérifiable. Et je vous ai pas dit le plus important. C'est quoi à votre avis? Ouais, bah, qu'on puisse contrôler que c'est une monnaie véritable. Y a pas eu Non, de- ça on l'a déjà dit, déjà ça c'est vérifié. On avait déjà dit vérifiable. Il y a quelque chose, dernière propriété, encore plus important que toutes celles qui viennent de précéder, On peut pas la c'est tout contrefaire. simplement la rareté. Ouais, je pouvais pas la contrefaire. La rareté. La rareté, ouais. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire la rareté dans le contexte monétaire? Ça veut dire que malgré tous les efforts des individus les plus ingénieux et cupides, eh ben, ils n'arrivent pas à en créer beaucoup. Son taux d'inflation, en fait, est bas, tout simplement. C'est une monnaie qui a un très peu de taux d'inflation. Et on appelle ça de la hard money. Ça, c'est un concept intéressant à retenir, le concept de hard money. D'accord. Bon voilà, une fois que vous avez compris tout ça, les trois fonctions de la monnaie, les attributs qui font qu'un bien devient une monnaie plutôt qu'un autre, bah maintenant je vais vous raconter une petite histoire. En Afrique de l'Ouest, les locaux utilisaient comme monnaie ce qu'on appelle des perles agries. C'est des sortes de billes de verre colorées qu'ils agençaient en colliers, en bracelets, en bijouterie, quoi. Et on pense que ces perles agries venaient des Égyptiens ou des Phéniciens. En tout cas, dans ce milieu d'Afrique de l'Ouest, ils avaient beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que la technologie pour les créer était inexistante. Donc c'était hyper rare, quoi. Enfin, c'était très précieux, ça avait beaucoup de valeur parce que c'était dur à en faire. Et bien qu'assez primitive, dans le contexte de l'Afrique, c'est de la hard money. C'est transportable, on peut la mettre sur soi, c'est durable, ça se dégrade pas, c'est fongible, bon pas parfaitement parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, elles sont pas toutes décorées de la même façon, mais en tout cas elles sont rares. Et bon voilà, petit rappel, quand je parle de rareté, ça veut pas dire qu'il y en a peu, ça veut dire qu'il y en a une certaine quantité, parce qu'il faut qu'il y en ait une certaine quantité pour que ce soit de la monnaie, mais rare dans le contexte monétaire, ça veut dire qu'il est difficile d'augmenter rapidement la quantité en circulation. Voilà, c'est un taux d'inflation bas. On est en Afrique, et arrivent alors les fameux pilleurs de l'Afrique. Et bien sûr, je parle de nous, les Européens. Voilà. On est venu mettre notre grain de Voilà. sel. Ça y est, Le météo fameux arrive. grain de sel qu'on a utilisé ouais. pour Eh la ben, monnaie aussi d'ailleurs. Voilà. Et bien sûr, il nous a pas fallu longtemps pour comprendre que, avec notre avancée technologique, on pourrait pour peu cher fabriquer chez nous, dans nos manufactures, plein de colliers de perles de verre gris en masse. Et ensuite, on les amène là-bas, on les échange contre des biens de valeur, y compris des esclaves. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Un effondrement lent et progressif de l'économie de cette région, par inflation. Eh oui. Parce qu'en amenant toujours plus de colliers de perles de contrefaçon, on vidait la région de ses ressources. Et toutes les personnes qui épargnaient, qui préservaient leurs valeurs dans ces perles de manière naturelle, de manière traditionnelle, eux, ils s'appauvrissaient par inflation. En fait, la fonction de réserve de valeur, qui était basée sur une certaine quantité plus ou moins prévisible, elle s'est effondrée. Mais en plus, Parce qu'on en a amené de plus en ouais, mais plus. c'était de la fausse ce qu'on a fait. C'est un peu de la contrefaçon ce qu'on a amené. C'était de la fausse. Au départ, en fait, ils arrivaient un peu à la distinguer, mais bon, tu pouvais toujours trouver quelqu'un à qui les refourguer de toute façon. Et au bout d'un moment, ça circulait dans l'économie. Et trop tard, quand les gens se rendaient compte qu'il fallait qu'ils augmentent leur prix pour s'ajuster à l'inflation. Voilà, en fait, cette histoire, elle illustre bien le fait que
la monnaie, ça n'est pas la richesse. La richesse, c'est des biens et des services. La monnaie, dans une économie, ça représente une part de la richesse. Ouais. Par C'est la exemple, valeur. Un peu. par exemple, un exemple tout simple, un jeu de l'esprit. Imaginons qu'on a une monnaie et que dans cette monnaie, il n'y a que 100 unités. Imagine que toi, tu as 10 unités de cette monnaie. Donc toi, avec tes 10 unités, tu possèdes 10% de la richesse de ton économie. C'est logique. Mhm. En revanche, si moi j'arrive et que je rajoute 100 unités, et que toi tu as toujours tes 10 unités, et ben ton pouvoir d'achat il est plus à 10%, il est passé à 5%. Tu vois, tout le temps et l'énergie que tu as mis pour obtenir ces 10% de pouvoir d'achat, bah, il t'a été volé par moi qui est arrivé et qui a généré de l'inflation. Sans que tu l'aies remarqué. Comme ça. Bien sûr, c'est pas un processus instantané. C'est un processus lent. Moi j'arrive avec mes 100, je dépense mes 100, j'ai les prix normaux, et au fur et à mesure que le marché se rend compte qu'il y a plus d'unités en cours, eh ben, les prix ont augmenté. Et toi, t'es resté avec tes 10, tu pensais garder ton pouvoir d'achat pépère, et ben non. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Et ben des histoires similaires à celles des perles de verre africaines, et ben ça s'est répété dans le monde entier. Et juste pour savoir, les histoires des perles, ça date de quelle époque Bah en fait, ça c'était leur monnaie pendant des siècles et des siècles, et nous au Ah non, pas XVIe ça. siècle, Quand Oui. nous sommes arrivés pour un petit 16e peu, siècle avec l'ère des explorations, quoi, pour Ok. faire du commerce. Quand on a commencé le commerce triangulaire, je suppose. Ouais, donc il y a prescription, quoi, quelque part. Oui, voilà. C'est plus vraiment de notre faute. C'est ceux d'avant. Non, en fait, c'est pas de notre faute. C'est naturel. L'homme est cupide. S'il va pouvoir exploiter quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, il va le faire. En gros, Et c'est c'est pour ça ce que que tu cette voulais histoire- dire. C'est effectivement, il y a des gens peu scrupuleux, mais dans les deux sens. C'est si on arrivait à reconnaître les mauvaises perles, quelque part, il y en a qui les ont acceptées aussi, en les reconnaissant. Et oui, bien sûr. Donc Attends, c'est t'imagines, aussi le mec donnant qui se donnant. pointe avec Voilà, des faux c'est billets, tort il les partagé. achète. Oui, le tort est partagé, effectivement. On va dire balle au centre. Oui, voilà. voilà. Et puis c'était loin, c'était il y a longtemps. En fait, cette histoire des perles africaines, elle peut nous servir de leçon parce que ça s'est produit plus ou moins de la même façon partout dans le monde, jusqu'à ce que l'humanité adopte les métaux précieux. Voilà, l'or et l'argent. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne pouvait pas faire de contrefaçon d'or et d'argent. Tous les efforts que les humains mirent à aller miner de l'or, de l'argent, même avec le progrès technologique, eh ben, l'inflation de l'or et de l'argent resta assez faible pour que l'or et l'argent préservent sa valeur dans le temps. Voilà. Donc c'était dans l'intérêt de chaque participant économique, enfin une personne qui travaille, qui veut garder son pouvoir d'achat, bah, c'était dans son intérêt de la garder dans un métal précieux, parce que ça allait pas être dilué par l'inflation. L'or, c'est la harmonie par excellence, quoi. Voilà pourquoi l'humanité a choisi l'or, c'est parce que tu peux aller miner le plus d'or que tu veux, ben en fait il y a tellement déjà d'or en circulation que même avec les nouvelles techniques pour aller chercher de l'or plus loin, ben la quantité d'or, l'inflation de l'or a toujours fluctué entre 1 et 2%. Ah d'accord. Voilà. C'est ce qui fait que l'or est une bonne valeur à mettre de côté. Si L'or tu est veux, une bonne réserve de valeur. Ouais, Voilà, ok. exactement. Bah, c'est ce qu'on entend régulièrement, Donc, de toute façon, et même surtout aussi du côté des survivalistes. Pour eux, c'est l'or qu'il faut mettre de côté. Ouais. Ça va pas te rendre riche, mais en tout cas, ça t'évite de te faire baiser par la banque centrale qui imprime des billets, tout va quoi. Ils peuvent pas imprimer de l'or, voilà. Pour l'instant. Après, attends qu'on sûr, puisse hein. changer le plomb en or aussi. Exactement. Oui, Ça devrait pas exactement. trop tarder. Hein. Moi, j'attends Ouais, l'arrivée j'y de la pierre travaille. philosophale avec impatience. Hein. En tout cas, ça arrivera peut-être Voilà, plus donc- vite que le superconducteur à température ambiante. Mais ça, Et voilà. oui, et c'est pour ça que l'or, à mon avis, ça va pas durer hyper longtemps. Même si historiquement ça a été la hard money de référence, d'ailleurs ça a bien duré pendant 5000 ans, et ben à mon avis, Donc toi, tu penses Et que la vie de le beaucoup de Bitcoin, gens, c'est le d'ailleurs. futur or. voilà, Carrément. le Bitcoin c'est la hard money de demain. D'accord. Mais Voilà. c'est pas Après, on va pareil, quand parce même que c'est quand même du rappeler- dématérialisé. Donc la hard money Oui. concrète, ça restera l'or finalement. Et exactement, mais tu verras bien que c'est un défaut de l'or. Mhm. Rappelons tout de même un petit point. Vous êtes absolument responsable de vos investissements. Ici, l'émission n'est pas là pour vous dire d'acheter des bitcoins ou autre chose. Vous faites ce que vous voulez avec l'argent que vous avez, c'est pas notre problème.
Ouais, mais moi je vous dis, ayez de la curiosité. On entre dans l'ère digitale. Soyez Il bicurieux, n'y a oui. qu'une monnaie Soyez digitale. bicurieux, Voilà, il n'y a effectivement. qu'une monnaie digitale pour un monde Si digital. on regarde pas dans Bien les sûr, yeux, mais ça par, compte pas, par de toute souci façon. de licéité, il faut quand même rappeler ces choses essentielles que Moi, ne j'ai misez suggéré pas de à l'argent que personne vous de avez pas. l'appeler, d'en acheter. Hein. Chacun doit faire ses recherches. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a eu aucun appel à l'achat du Mm. Bitcoin. Il y a eu juste une explication un Non, peu aucun. sur l'historique et le Il existe un risque de perte réel. totale ou partielle en capital. Ouais, ça j'en doute, mais bon, c'est à chacun de faire ses. Quand on est bicurieux, quelque part, on perd un peu d'une innocence. Ben, en fait, Non, ça. mais c'est les mentions en fait, légales, Audric, que tu retrouves Oui, sur oui, tous oui, les non, je suis documents d'investissement. Oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, ben, là, je pourrais commencer à vous expliquer, à vous comparer justement sur tous les attributs de l'or, expliquer exactement quels sont les défauts de l'or et quels sont les défauts que corrige le Bitcoin. Mais malheureusement, on serait parti pour un bon petit moment. Et moi, je vous propose que je le fasse dans une prochaine chronique, si vous voulez bien m'inviter Avec à nouveau. plaisir. Ah, avec grand plaisir, parce que vous êtes fort Et intéressant. la prochaine fois, C'est- et je vais même vous parler un peu plus d'histoire, parce que la prochaine fois, je vous raconterai comment, grâce à l'or, on va rester un petit peu sur l'or, et ben, l'Europe a connu un âge d'or. Ce qu'on appelle d'ailleurs la Belle Époque, de 1871 à 1914. Est-ce que On ça était implique dans des perles 1873. Non, pas du tout. Mais on était dans l'étalon or et c'est là que quasiment toutes les grandes inventions de notre époque ont été faites et qu'on avait le plus de liberté d'entreprise. Et ça, je vous l'expliquerai une prochaine fois. Ah, et puis ça va malheureusement- faire un peu un lien avec la chronique de Mathieu, en plus. C'est super, ça. Tout à fait. Et après ça, après la Belle Époque, malheureusement, les guerres, hein, la Grande Guerre civile européenne, les deux grandes guerres civiles européennes, et comment, suite à ça, l'or a échoué, et dans quelle ère on est rentré avec les accords de Bretton Woods, et donc l'essor du pétrodollar. D'accord. Eh ben écoute, ce sera l'occasion de ta prochaine chronique. Pour l'instant, on Oui. va dire que c'était une introduction assez détaillée C'était et une fort introduction. intéressante, moi je trouve. Donc tu nous as expliqué Et un peu dans quelle direction tu allais aller. Et tu as dit que tu allais parler du Bitcoin, mais tu nous as précisé pourquoi, en revenant un peu en arrière. Mais pas Et que, parce que je vous ai parlé de l'or, mais aujourd'hui, c'est pas l'or, c'est le dollar. Oui, mais le Bitcoin Ça, il faudra est un expliquer prétexte, aussi. justement. Voilà, c'est un peu Bah, le MacGuffin de ta Voilà. chronique. En quelque sorte, comme l'or était la réponse, enfin la défense en quelque sorte que l'humanité a utilisée contre la manufacture de colliers de perles, en gros, contre l'inflation, et ben le Bitcoin est une réponse au dollar. Voilà. Et je vous expliquerai comment, suite à la crise financière de 2008, l'or émergea, le Bitcoin émergea comme un or digital et qui offrira à l'humanité une porte de sortie. Et moi, je crois, une nouvelle ère de prospérité. Eh ben, écoute, on verra ça lors de la prochaine chronique. Merci beaucoup, Audric. Sacrée première chronique, Avec plaisir. entrée en grande pompe, on va dire, dans le bain du comptoir. Une fois de plus, bienvenue à toi. Ça a été un plaisir de t'écouter. Est-ce que Mathieu ou H, vous avez quelque chose à rajouter ou une question à poser suite à cette chronique ? Moi, j'ai un commentaire. Ah. Je citerai le philosophe JCVD qui a dit « Moi, j'adore l'argent, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Superbe. » Une citation un peu détournée, mais très bon philosophe. Très bien. H, non ? Quelque chose ? Non, bah écoute, j'ai posé mes questions, j'ai trouvé la chronique extrêmement intéressante et une super belle entrée en matière. Oui, belle entrée en matière. Et puis, tu évoquais un âge d'or à partir de 1871. Ça va nous permettre de faire le pont avec la chronique de Mathieu. Donc, génie occidental, génies occidentaux. Mathieu, est-ce que tu es prêt à nous éblouir une fois de plus avec tes histoires de génie ? Bien sûr, je suis prêt. Eh bien, écoute, Alors, nous sommes tout génie oui, c'est à toi. occidental, génie La occidentaux. piste et le comptoir, je préfère dire. Le comptoir est tout à toi. Ce soir, au menu, Ernest Solvay. Ernest Solvay, ça doit peut-être vous parler. En tout cas, le nom Solvay est le nom d'une entreprise très connue
très grosse entreprise qui pèse plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie 20 000 personnes dans le monde et qui est présente essentiellement en Europe de l'Ouest, mais pas que. Il y a des usines un peu partout sur la planète, en Amérique du Nord. Et cette entreprise a été créée il y a, on va dire, 150 ans par un collègue belge, Ernest Solvay. Donc on va faire place ce soir à un génie belge. On a, sur les dernières chroniques, fait un peu le tour de l'Europe de l'Ouest, l'Angleterre. On a fait un petit crochet par les USA et là on retourne un peu plus proche. USA est un peu Europe centrale avec Tesla quand même. Avec Tesla aussi, Europe centrale, tout à fait. Mais qui a passé une grosse partie de sa carrière outre-Atlantique. Oui, bien sûr. Donc notre ami Ernest Solvay, il est né dans un village situé entre Bruxelles et Valenciennes, qui s'appelle Rebec-Rognon. Je le place, c'est très important le Rebec-Rognon, parce que j'ai une petite blague à faire après avec. Écoute, j'en ai pas une qui est arrivée tout de suite, donc je viens l'écouter. Non, alors je la fais tout de suite, ce sera fait, et notre ami Solvay créera sa première usine dans la commune de Couillet. Voilà. D'accord. C'est même pas inventé, en fait. Tout ça va plaire à Solvay Galouin. Solvay Galouin. Je connais pas. Pas non plus... dédicace à Solvay Galouin. Oui, voilà, si tu nous écoutes, en fait, de là où tu es, Solvay, voilà. Moi, je dois reconnaître qu'en dehors de tout ce qui est... C'est une militante végane qui fait des bruits d'animaux. Vous avez certainement dû l'entendre. Ah oui, mais mon cerveau a complètement éludé... Ah ouais, non, oui. D'accord. Non, je suis parfaitement vierge sur la question, là, pour le coup. Bon, écoute, c'est pas grave. D'accord. Tu rattraperas ton retard plus tard, H. Oui, c'est pas important. Oui, je vais faire mes devoirs. Mathieu, à toi. Continuons. Alors, je retourne sur Solvay, Sur qui le lui rognon, n'était pas là. vegan. Voilà, comme l'indique sa commune de naissance. Donc, notre ami Solvay, il a des petits problèmes de santé qui l'empêchent, on va dire, de suivre un cursus classique. Donc, il aura, par contre, la possibilité de se former. Et donc, il a été freiné par cette maladie et il se formera auprès d'institutions religieuses. D'ailleurs, il me semble que sa maladie le forçait à rester cloué au lit. Il ne pouvait pas se lever. On va la couper au Ah montage. là, elle est validée celle-là, non, elle est validée. C'est aussi ça, le comptoir, chers amis. Malheureusement. Oui, c'est aussi ça le comptoir. Alors, notre ami Solvay, comme tous ces génies occidentaux dont on a pu suivre les péripéties sur les précédentes émissions du comptoir, on retrouve quelque chose de commun à tous ces génies, c'est qu'ils ont toujours un petit côté un petit peu, je vais pas dire excentrique, mais un peu différent, out of the box. Et donc notre ami Solvay, autodidacte, commence à travailler assez jeune, à 21 ans. Donc il travaille dans une usine de sa famille, un oncle à lui qui avait une usine. Et donc ça lui permet de se confronter à des problématiques industrielles. Donc il va bricoler dans cette usine, il va améliorer des parties de procédés. Et 2 ans plus tard, 23 ans, pendant la révolution industrielle, il invente le procédé de synthèse, donc de fabrication artificielle du carbonate de sodium. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce procédé s'appelle le procédé Solvay. Et la soude ça s'appelait d'ailleurs la soude Solvay à l'époque. D'accord. Donc maintenant, le nom est un peu passé, mais ça a été vraiment quelque chose de révolutionnaire. Donc pourquoi ça a été quelque chose de révolutionnaire ? Parce que la soude, c'est quelque chose qui est utilisé massivement, donc depuis plusieurs milliers d'années. On l'a vu dans le précédent comptoir, donc avec notre ami Sir Pilkington. C'est un ingrédient important pour la fabrication du verre, mais encore plus pendant cette période de révolution industrielle, c'est utilisé massivement dans la sidérurgie par exemple. Donc le carbonate de sodium, c'est un agent qui vient réaliser la désulfuration, mais pas que. Plein d'autres étapes encore dans la production sidérurgique impliquent le carbonate de sodium. On l'utilise aussi massivement pour la fabrication d'engrais, de phosphates, de sulfites, pour le bicarbonate de soude bien évidemment. On l'utilise aussi comme additif alimentaire, on l'utilise pour le traitement de l'eau. Donc c'est vraiment un produit qu'on va utiliser partout dans l'industrie de la chimie. Et jusqu'à présent, le carbonate de sodium, on l'obtenait naturellement, soit depuis des sources dans les zones désertiques, donc avec un produit qu'on appelle le natron. Donc ça, c'est avec ça qu'on a fabriqué les premiers verres au temps de l'Égypte antique. C'est ça pour embaumer le natron, non ?
Je sais pas. Le natron, c'est un carbonate de sodium naturel qui se forme en fait avec les processus d'évaporation dans les zones désertiques. Voilà. Oui, Donc, mais j'avais vu. et dans les zones volcaniques aussi, je crois qu'on en croise un peu en Europe, genre dans le Vésuve. Mais il me semblait que c'était que le dans natron était utilisé pour l'embaumement ou quelque chose comme ça. Peut-être, là, ça dépasse mes connaissances. Si tu le dis, je veux bien te croire. Mais parce que je n'ai pas cette information. En tout cas. je crois que j'avais vu ça en jouant à le seul Assassin's Creed que j'ai fait, qui est celui en Égypte, où il y a une carrière de natron. Ou alors c'est fabriqué. D'accord. Enfin, je sais plus. Autant pour moi. Ouais, non, mais c'est possible, hein, c'est possible. Bah, le carbonate du coup de sodium rentre dans tellement d'applications qu'il est possible qu'on puisse l'utiliser pour des processus de momification. Pourquoi pas, après tout. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé en Europe. On se fournissait après essentiellement en brûlant des plantes, donc une origine végétale. Il y a même par exemple des épinards, mais sinon on pouvait brûler des algues ou de la salicorne. Et on l'a fabriqué après. Je crois que je n'ai parlé aussi sur le comptoir dédié à Sir Pilkington avec le procédé Leblanc, qui était un ingénieur français qui avait inventé ça. Et donc le procédé Solvay a complètement, en quelques années, il a complètement remplacé tous les autres procédés qui pouvaient exister, soit d'origine végétale, soit d'origine, on va dire, d'extraction de carrière, même si les quantités n'étaient pas bien importantes, ou alors par le procédé Leblanc. Et donc notre ami Solvay qui met au point ça à 23 ans, donc dans les années 60, début des années 60. 40 ans plus tard, fin 19e, 95% du carbonate de sodium mondial était fabriqué selon le procédé Solvay. Et on parle pas de quelques kilos, on parle de milliers de tonnes. Ce qui lui a permis d'ailleurs de s'enrichir et donc de pouvoir, j'en parlerai après, de pouvoir passer du temps sur des actions plus philanthropiques. Donc voilà, notre ami Solvay, 23 ans, invente le procédé de fabrication du carbonate de sodium. Alors très succinctement, je vais pas rentrer dans le détail, mais le procédé... Question. Vas-y. Est-ce qu'il y a un rapport avec le bicarbonate de sodium? Alors, le bicarbonate de... pour dans la lessive ou comme déodorant? Eh ben, c'est fabriqué à partir de soude, effectivement. Ça rentre. C'est un des nombreux produits qu'on va fabriquer à partir de ce carbonate de sodium, qui est devenu du coup quelque chose d'extrêmement abondant et disponible pour les populations. Mais on fait beaucoup de choses avec, ça rentre vraiment comme ingrédient dans énormément de choses. Oui, dans la cuisine, partout. Engrais, alimentaire, additifs, traitement de l'eau, sidérurgie, verre. Presque dire que c'est une brique essentielle de la chimie industrielle. Et donc ça a fait d'ailleurs la réputation de l'entreprise Solvay. Donc il a fondé cette entreprise, je crois, avec son avocat et un de ses frères. Il me semble qu'ils étaient 3 ou 4. Et donc concrètement, le procédé, et sans rentrer trop dans le détail, ça consiste à produire du carbonate de sodium, donc de la soude, en faisant réagir du carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, j'en avais parlé au tout premier épisode de notre ami Vika. Oui. Donc c'est... Exactement, c'est du calcaire, de la craie. Donc on va faire réagir ce carbonate de calcium avec du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, vous savez tous ce que c'est le sel de mer, c'est le NaCl, donc chlorure de sodium. Donc on fait réagir, vulgairement, on fait réagir de la craie et du sel en présence d'ammoniac. Chauffe un petit peu à un moment. Et donc cette réaction permet de fabriquer du carbonate de sodium. Ça va faire la fortune de notre ami Ernest Solvay. Il va d'ailleurs ouvrir des usines un peu partout, notamment en France. Il me semble que dans le Jura, il y a une des plus grosses usines chimiques alors de France, c'est sûr, d'Europe probablement, mais c'est une ville en fait. Je peux t'en parler. Je peux t'en parler parce qu'en fait, pour la petite histoire, mon beau-père travaillait en tant que responsable de labo chez Solvay justement. Et donc oui, effectivement, l'entreprise que tu vises, enfin celle dont tu parles, la petite ville, c'est Tavaux qui se trouve en Franche-Comté, pour le coup, dans le Jura, et qui contient, une des plus anciennes usines Solvay et clairement une des plus grosses. D'ailleurs, je le précise parce que c'est rarement le cas, mais l'entreprise Solvay appartient encore aujourd'hui pour un tiers à la famille Solvay, à ses descendants. Voilà. Ouais, mais elle a été rachetée par un groupe anglais qui s'appelle Innovine aussi, en grande partie.
Oui, alors l'usine dont tu parles. L'usine. Oui, l'usine dont tu parles, oui, ils ont scindé les activités, effectivement. Alors, comme tous les gros groupes, hein, parce que Solvay couvrait des activités très larges, notamment la fabrication de vinyle, par exemple. Donc, ils ont d'un côté revendu certaines applications, dont celle dont tu parles. D'un autre côté, ils ont fait des acquisitions. Alors, je crois qu'ils avaient vendu dans les années 2000 pour 5-6 milliards une partie. Et puis, l'année d'après, ils ont racheté Rhodia. Rhodia, qui était on va dire un peu l'équivalent français dans la chimie de Solvay, pour faire un géant de cette chimie de spécialité. Donc effectivement, sur ces grosses entreprises, des fois il y a des cessions et puis il y a des acquisitions pour remodeler le visage de l'entreprise. J'ai un tout petit peu plus d'infos. Alors ne nous égarons pas trop, les amis, ne nous égarons pas trop. Non, mais justement, en fait, la fusion Innovine-Solvay, c'est en partie parce qu'Innovine possède parmi les plus grosses productions de bleu de méthylène qui est essentiel pour Solvay, en fait. Donc chacun y trouvait son compte. D'accord, ouais, c'est intéressant. Ouais. Mais j'ai vu, il me semble qu'il y avait des participations croisées, puis après ils étaient sortis, je crois que Solvay était sorti finalement de la joint venture. Faudrait que je regarde. On verra. Revenons à notre histoires. À notre Ernst Solvay, s'il vous plaît. Oui, l'entreprise Solvay en elle-même, on pourrait presque y faire une chronique dédiée, tellement c'est une entreprise importante et qui est présente et active dans un très large éventail de produits aujourd'hui. Eh ben notre ami Solvay, donc maintenant qu'il est riche, il va pouvoir se tourner vers du mécénat. Et pour la petite anecdote, il va financer, devinez qui, notre amie Marie Curie. Donc Solvay, il est né une trentaine d'années avant Marie Curie. Il est déjà, pour le coup, extrêmement riche quand Marie Curie arrive en France pour faire ses recherches. Et donc, notre ami Solvay sera un des mécènes de Marie Curie pour financer ses recherches, et même d'ailleurs de sa fille, Irène Joliot-Curie. Donc ça, je vous renvoie à l'émission sur Becquerel et Marie Curie si vous voulez avoir plus d'infos. Exactement, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait d'ailleurs, les auditeurs ont déjà écouté cette émission. Oui, j'en doute absolument pas. Petite piqûre de rappel. Il a aussi fondé une école d'ingénieurs à Nancy en 1900. Il a fondé aussi, alors à Bruxelles, il a fondé, je crois, une école de commerce, une école de vente, de technique. Enfin, il a fondé 3 écoles, je crois, qui sont rattachées aujourd'hui à l'Université libre de Bruxelles. Donc il a cette école d'ingénieurs qui existe encore aujourd'hui à Nancy, qu'il a fondée donc, en 1900. Bon, il n'était pas très loin de la frontière française, en zone francophone. Il a été très actif aussi en France. Il a beaucoup travaillé en France, notamment en Lorraine, à cause ou grâce à la disponibilité de matières premières et à la région très industrielle, et donc les opportunités que ça lui offrait pour construire son activité. Et donc j'en avais parlé encore une fois pendant l'épisode sur Marie Curie, mais notre ami Solvay est donc celui qui a créé les conseils Solvay. Les conseils Solvay, aussi appelés congrès Solvay, et donc régulièrement se réunissent un certain nombre d'experts. Et quand je parle d'experts, je parle de gens comme Planck, Einstein, Oppenheimer, etc. Donc sur des domaines physique, chimie, on va dire c'est une sorte de groupe de travail de prix Nobel. Souvent les gens qui y sont soit des futurs prix Nobel ou soit ont déjà eu des prix Nobel. C'est une sorte de cercle d'intellectuels. C'était avec eux qu'il y a eu la photo avec le plus haut QI moyen, c'est ça ? C'est possible, oui. C'est possible. Sur une photo, tu devais avoir Einstein, Planck et Marie Curie. Je pense que tu devais pas avoir beaucoup de QI en dessous de 130, 140. Quoi. Ouais, non, mais il me semblait que Solvay était présent sur une photo avec énormément de scientifiques de l'époque, d'ingénieurs et tout ça. Oui, c'est celle-là, c'est celle-là, tout à fait. Et donc, notre ami Solvay, à travers ce mécénat, il essayait de mettre en pratique certaines valeurs qui étaient très importantes pour lui, notamment la diffusion de la connaissance, l'accès à la connaissance, à la formation universitaire, etc. C'était un fervent défenseur d'un monde moderne, industriel. Il voulait que tout le monde puisse accéder au progrès industriel, source de confort, un monde de modernité et un monde de science. Et même dans ces entreprises, donc là, au-delà de l'aspect philanthropique, il avait aussi un côté très social. Il a été marqué par des événements, des troubles sociaux à l'époque en Belgique, et ça a changé. En tout cas, ça a impacté son rapport
aux travailleurs, ça a marqué sa politique sociale dans les entreprises et notamment il a été un pionnier pour réduire la durée du travail en journée, instaurer des congés payés, avoir une protection sociale, l'assurance maladie, etc. Pour ses employés. Voilà. Et même à côté de ça, il avait aussi des mots, alors des mots pas MAUX, hein, MOTS, mais pour, on va dire, donner dans la société de la visibilité et une place pour les chômeurs ou les inactifs à cause de maladies, d'handicap, etc. Et donc il avait des programmes pour en fait réintroduire les chômeurs dans la société. Et ça s'apparenterait à ce que fait Pôle emploi par exemple aujourd'hui en France à travers des formations. C'est-à-dire qu'à l'époque, début 20e, si tu étais chômeur, plutôt que de pas travailler, tu allais faire des formations, des stages, etc. pour pouvoir te réinsérer dans le monde du travail. Donc il était un peu à l'avant-garde sur ces questions-là, il y a déjà presque 150 ans maintenant. Donc oui, il a fait des aides pour le chômage, mais tout ce qu'il faisait, en fait, c'était dans le but d'améliorer la productivité, si je me souviens bien. Par exemple, l'aide qu'il donnait au chômage, c'était aussi des aides aux personnes pour retrouver un emploi. Il les reformait et tout ça. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait. C'était des stages, c'était pour les réinsérer. Et lui, en fait, son idéal, c'était d'avoir tout le monde qui travaille pour le progrès et l'amélioration du confort matériel. Donc, il voulait vraiment impliquer tout le monde. Oui, exactement. C'était une vision qui aujourd'hui est obsolète quelque part, parce que pour lui, en fait, tout était pour le travail et la productivité. C'est pour ça qu'il pensait réduire le temps de travail, des choses comme ça, parce qu'il fallait optimiser pour lui, avoir des personnes dans de meilleures conditions de travail et effectivement avoir des gens qui restent au chômage le moins longtemps possible. Oui, tout à fait, mais c'est presque, alors je vais pas dire apeurant comme vision du monde, mais je vais faire un parallèle dont j'assume la responsabilité, mais il avait une forme d'égalitarisme et de collectivisme qu'on pourrait de loin peut-être assimiler à une politique presque communiste en fait, sur tout le monde ensemble dans les usines. Tout le monde à égalité. Par exemple, il était contre l'héritage des grosses fortunes. Il voulait qu'il y ait un reset et que tout le monde finalement soit mis à égalité avec le même accès à la formation, à l'école. Mais par contre, derrière, les meilleurs ont les meilleures positions et les meilleurs revenus, et puis les moins bons... c'était pas un égalitarisme non plus sur le salaire. Il y avait aussi un côté méritocratique. C'est une espèce de communisme méritocratique. C'est ça. Peut-être un peu celui que pouvaient peut-être avoir des gens comme George Orwell qui se prétendait être communiste, enfin sans l'être puisqu'il le critiquait aussi. En tout cas, il critiquait toutes les formes de communisme et de marxisme qui avaient été appliquées. Il critiquait surtout la partie totalitaire des mouvements politiques quels qu'ils soient. Ouais. Non, mais en fait, il est pour l'égalité des chances, pour maximiser la chance d'avoir un génie qui sorte du lot, quoi. Tout à fait. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'est que tout le monde puisse avoir accès et avoir la possibilité de révéler des talents, de ne pas passer à côté de potentiels génies. Voilà. Excellent. Est-ce qu'il a donné sa fortune ? Est-ce qu'il a appliqué ce qu'il prêche ? Alors, une grosse partie de sa fortune, il l'a laissé effectivement à des œuvres sociales, beaucoup d'ailleurs que lui-même a créées. Hein. Il est mort en 1922, donc après la Première Guerre mondiale, mais il avait créé des actions sociales qui venaient en aide aux citoyens et aux soldats pendant la Première Guerre mondiale. Il a créé des écoles, il a fait construire des bâtiments pour donner l'accès à la formation, donc il l'a fait lui-même, hein, vraiment. Après, il a laissé l'entreprise à ses enfants, donc c'est pas rien non plus d'avoir laissé cette entreprise qui était leader mondial de la production de carbonate de sodium, mais il l'a fait. Alors, pas intégralement, mais en tout cas, il l'a fait, il a beaucoup donné, et il l'a fait toute sa vie, c'est-à-dire qu'il a commencé très tôt, hein. Il a commencé avec, j'en parlais tout à l'heure, avec Marie Curie, il a créé une école en France, il a créé des écoles en Belgique, il a fait se réunir avec les congrès Solvay les plus grands cerveaux de cette époque, chaque 2-3 ans autour d'une même table pour discuter de problématiques particulières.
Donc non, il a eu de la suite dans les idées, il avait cette vision, on va dire, un peu utopique du monde. Et puis derrière, il a essayé de faire quelque chose, en tout cas, il a essayé de marquer de son empreinte son époque. Et je pense qu'il y est arrivé, en tout cas, quand on voit ce qu'il a fait à l'époque, c'était vraiment un pionnier sur ses considérations sociales. Après, on peut apporter on peut regarder ça au travers du prisme de la modernité actuelle, mais indubitablement, avoir ces pensées-là à l'époque où il les a eues, vraiment sur un monde occidental en pleine effervescence, en pleine ébullition, les idées fusaient de tous les côtés, avant d'ailleurs les révolutions en Russie. On était vraiment sur des gens qui voyaient très large, en tout cas sur le spectre des possibilités. Et on peut c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or que je mentionnais. Mais on peut dire que ces gens-là ont influencé beaucoup de si choses, je peux directement ou indirectement. C'est là le génie occidental, d'arriver à un point où on peut penser ce genre de choses et se permettre ce genre de choses. Ce que je trouve de marrant et désolant à la fois, c'est qu'à l'instar de personnes qui vont regarder l'archéologie avec l'œil moderne et en le comparant à la modernité, eh bien il y a des gens qui, en tout cas en me renseignant sur Ernst Solveig, il y a des gens qui vont extraire, on va dire, son humanisme et sa philanthropie et l'appliquer au monde d'aujourd'hui. Il y a une vidéo sur YouTube où une femme fait une fausse interview de lui. Il me semble que c'est un truc en animation où Ernst Solveig répond aux questions. Et c'est très très orienté dans l'humanisme, mais aujourd'hui. Et en fait, c'est assez étrange d'entendre ça, parce qu'il dit, il utilise le même discours qu'il y a plus de 100 ans, et ça sonne vraiment, vraiment étrange aujourd'hui. On est dans nous sommes tous pareils, nous devons tous nous serrer les coudes pour travailler, tout ça. Ouais, après, l'époque était différente. Oui, mais c'est ce que je signifie, justement. C'est que les gens d'aujourd'hui reprennent le discours, ils en font un anachronisme presque. Voilà, c'est assez étrange. Et puis, il est très clivant, Ernst Solveig, parce que on trouve des vidéos justement qui glorifient sa philanthropie, son humanisme, tout ça. Et puis, les autres vidéos nous parlent de la pollution qu'il a générée et engendrée. C'est le masque de Janus, quoi. Il sourit, il pleure des deux côtés. C'est assez intéressant comme personnage, finalement. Oui, mais ça, je vais le souligner maintenant, parce que c'est bien que tu me laisses cette opportunité, en tout cas que tu me tendes cette main de pouvoir le préciser. Mais Marie Curie est morte aussi finalement de ses recherches. Elle est morte d'un cancer à cause de la radioactivité. Sa fille aussi. Finalement, ces gens n'avaient pas les mêmes règles sociales, les mêmes règles environnementales, d'hygiène, etc. Ils étaient en train de créer le monde moderne, c'est la révolution industrielle. Donc ils avaient vraiment des idées qui fusaient dans tous les sens, quel que soit le sujet. Et donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir imaginer cette période à l'époque. Imaginez cette période. Peut-être, si on veut mettre quelque chose de plus contemporain pour se le figurer, c'est un peu ce que la Chine a connu les 30 dernières années. Imaginez une période où entreprendre était extrêmement simple parce que la croissance et la richesse augmentaient significativement chaque année. Du coup, il était presque, je ne vais pas dire facile, mais il était tentant de vouloir tenter. Il y avait beaucoup de succès, en tout cas il y avait beaucoup de success stories. On le voit avec Tesla qui part de rien et qui finit aux USA à travailler avec Edison. Donc c'était vraiment une époque bouillonnante, mais vraiment bouillonnante, frétillante. L'âge d'or dont parlait Audrey. L'âge d'or. Et donc c'est voir ça avec nos yeux aujourd'hui, en fait il faut éviter peut-être de trop plonger dans l'analyse et juste aller dans le constat et voir ce que ces gens-là ont fait et d'ailleurs essayer de retrouver ce qui était commun à tous ces gens, c'est-à-dire des parcours un peu atypiques, soit des scolarités extrêmement brillantes, soit des scolarités parallèles, des réussites très 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 jeunes, donc souvent avant 30 ans, et puis derrière des visions sociales, humaines qui pouvaient être
soit en avance, soit un peu lunaire. Oui, avant-gardiste, mais, vraiment avant-gardiste. Mais ils étaient à avant-gardiste, l'avant-garde mais- dans bien des choses, hein, dans la science, dans la pensée, dans la réflexion, dans le social. Effectivement, ils ont construit une bonne partie du monde d'aujourd'hui. Et c'est... Mais Tesla était pareil, hein. Tesla avait Bien sûr. je l'avais mentionné, avait cette volonté de vouloir finalement mettre de l'énergie illimitée pour tout le monde. Il y avait un idéalisme indéniable chez ces personnes. Et Marie Curie d'ailleurs avait, avec la radiographie, avait fait ces ambulances pour passer des radios sur le front aux soldats. Voilà, il y a toujours chez ces personnes, Vika c'était pareil, hein, cette volonté finalement de démocratiser, Du bien. de rendre universel des progrès scientifiques, sociaux, l'arrivée d'un confort nouveau. Oui, c'est super. C'est ça, le génie occidental. On ne peut qu'être Je peux d'accord conclure avec, dessus. Eh ben, écoute, je t'en prie, Mathieu, vas-y. Non, mais je conclus là-dessus. Il Ah, est mort d'accord. à D'accord, 84 ans, en 1922, Ok. et a une vie à l'image des autres cerveaux bouillonnants, ces génies occidentaux, dont on a pu retracer la vie dans les podcasts précédents. Ouais, c'est superbe. En tout cas, c'est toujours aussi passionnant, Mathieu. Merci beaucoup pour cette nouvelle découverte, Hertz Solveig. Est-ce que Audric ou H, vous avez une petite question à poser à Mathieu Pas de question, mais je dirais que peut-être que le fait même j'en suis sûr, hein, qu'il y avait très peu d'interventions étatiques, qu'il y avait un grand esprit libéral, et qu'en plus, on était à l'étalon or. Tout ça a permis un bouillonnement qui a produit des On génies. sent que tu as envie de nous en parler. Et je suis sûr que... Et quand on n'a pas une monnaie qui perd sa valeur et qu'on peut vraiment prévoir sur le temps long, c'est là que les génies se créent. Voilà. C'est là que ça crée la civilisation. Et en tout cas, c'est là qu'un comptoir homogène se crée, puisque les deux rubriques se tiennent très bien les unes avec les autres. Et est-ce qu'on peut dire autant du cabinet de curiosité de notre cher H, parce que c'est vers toi que je me tourne maintenant. Quel va être le lien avec Ernst Solvay, l'étalon or, le bitcoin et l'animal dont tu vas nous parler? Eh ben, figure-toi que je peux faire un lien. Ah, Un peu plus... ça sera un peu éthéré, hein, un peu plus obscur. Mais là, on a vu les grandes découvertes finalement, qu'elles soient monétaires ou scientifiques, technologiques. Restons dans le domaine scientifique. Et là, on va parler plutôt d'une grosse découverte animale. On va faire plutôt un petit jeu, histoire d'amener la chose. Est-ce que chacun connaît l'ornithorynque ici? moi je connais un peu, je connais un peu. Toi, je sais que m'étais tu connais un renseigné peu. sur il y a plusieurs années de C'est un ça. croisement entre un canard et quelque chose d'autre. non Un castor aussi, hein, on peut dire. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est l'animal Quelque chose hybride comme ça. castor-canard, quoi. Il a des palmes, des C'est œufs. entre les oiseaux et les mammifères, non? Tu t'en H rapproches, va le Loïc. dire lui-même, mais effectivement. Eh ben, c'est- alors, c'est marrant parce que c'est systématiquement ça qui revient. C'est un genre de piaf, plus ou moins mélangé à un castor. Et paf, ça fait des chocs à pic, quoi, quelque part. Et bien sûr, c'est en Australie que l'on doit ça. Déjà, on va commencer par ça. Voilà. Déjà, c'est un animal australien, donc c'est un mammifère. Mais déjà, rien que là, il y a un problème. Déjà, on parle de mammifère avec un bec de canard. Bon, déjà, c'est un truc un peu obscur. Mais non seulement c'est un mammifère, il possède effectivement un bec similaire à celui des canards, un corps à peu près, un corps de loutre, généralement on s'accorde là-dessus. Oui, c'est vrai que le pelage fait très pelage de loutre, effectivement. Oui, puis surtout il récupère certaines propriétés qu'ont aussi les loutres, enfin tous ces animaux semi-terrestres, semi-aquatiques, avec une isolation thermique et puis un profilage adapté au milieu aquatique. Et du coup, le corps se termine par une queue de castor et des pattes palmées. Donc ça, c'est le truc de base. Ensuite, il y a une différence entre les mâles et les femelles, puisque les mâles ont cette petite particularité de se doter d'un éperon venimeux. Voilà. Pourquoi pas, après tout. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était propre à l'ordre auquel il appartient. En fait, les mâles ont un aiguillon venimeux, tous.
Alors, l'ordre auquel tu fais référence, ce sont les monotrèmes, pour le coup. Exactement. Oui. Qui regroupent grosso modo les ornithorynques et les échidnés. Donc, ceux qui connaissent Sonic le hérisson, un échidné, c'est ça. Non, pas Bon, du tout. il court pas forcément vite, Absolument il a pas. pas des baskets. Mais Alors là, je suis désolé, mais en fait, à chaque fois, je pars en croisade là-dessus. Mais un échidné, c'est pas un hérisson. Un hérisson, c'est pas un échidné. Sonic, c'est Sonic le hérisson. C'est pas un échidné. Ça n'a rien à voir. oui, mais il y a son pote le rouge là, lui, c'est un échidné. Oui, ce qui paraît. Mais dire que D'accord. Sonic est un échidné, c'est faux. C'est 100% faux. Oui, mais un hérisson étant n'est donné pas que je échidné. sais que tu te pars au quart de tour avec ça, j'en ai profité, tu vois. Parce que je suis mesquin. Ouais, mais c'est quelque chose, voilà, c'est peut-être de l'orgueil mal placé, mais à chaque fois, quand les gens me disent oui, mais vous savez, Sonic l'échidné, pour faire un peu du genre, moi je connais, je dis oui, mais les échidnés, en fait, c'est de l'ordre des monotrèmes. Il n'y a que 2 familles dedans, échidné et platypus ornithorynque. Il n'y a pas les hérissons, c'est tout. Mais ça a la gueule d'un hérisson, alors on se dit, bon, c'est pareil. Mais le blé, ça Oui, ressemble mais à la l'orge, différence et avec pourtant, le c'est pas hérisson, pareil. Hein. La différence avec les hérissons, c'est justement la caractéristique que les échidnés partagent avec les ornithorynques, c'est le fait d'être des mammifères qui pondent des œufs. Alors, si vous avez fait un petit peu d'histoire naturelle, un petit peu de SVT à l'école, normalement, je vous dis mammifères qui pondent des œufs, il y a un truc qui cloche. Et pourtant, Et pourtant, il le fait. et c'est pour ça qu'on a créé du coup l'ordre des échidnés. Enfin, je sais plus si c'est un ordre, mais bref, en tout cas, les monotrèmes, on les a classés dans un embranchement à part, faisant partie de la grande famille des mammifères. Mais pour autant, ça reste non plus des sortes de loutres ou des similiers hérissons. Non, c'est vraiment un ordre à part, les monotrèmes, parce qu'ils pondent des œufs. Alors, la caractéristique de l'éperon venimeux sur les mâles, je ne sais pas si c'est commun à tous les monotrèmes. Ce sera intéressant de vérifier. J'ai Mais une quoi qu'il en question. soit... Oui. Alors ça pond des œufs, mais est-ce que ça allait? Eh ben, je vais en parler effectivement. Alors, je peux en parler maintenant. Parmi les caractéristiques un petit peu étranges, vous allez apprendre des choses ce soir. Alors, ça pond des œufs. En 28 jours, c'est capable de sortir 2-3 œufs, d'avoir une descendance sur 30 jours, grosso modo. En un mois, on peut avoir une reproduction complète. Et effectivement, alors, je ne sais plus si ça a vraiment des mamelles comme on l'entend. Il me semble que oui. Par contre, ça n'allaite pas, mais le lait coule le long du pelage et les petits viennent téter le pelage, ils viennent lécher le pelage de façon tout à fait étrange. Ça sonne toujours un peu bizarre d'avoir un canard qui vient lécher parce que dès le une début de la loutre. chronique, tu as précisé Australie, donc en fait, il n'y a rien de choquant. Oui, hein, c'est là. vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il faut savoir que Australie, les deux familles monotrèmes, donc échidnés et ornithorynques, sont en Australie, hein, mais pas ailleurs. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je pense Absolument que nulle part ailleurs. Oui. Et mais puis, c'est on dingue. rappelle qu'ils ont aussi des marsupiaux, type les kangourous et compagnie, qui sont eux aussi méritent une chronique à part, vraiment. Mais je crois qu'il y a un Ça peu de fait marsupial penser à- aussi dans les monotrèmes, il me semble. Oui. Et on Bon, trouve il y a un peu de tout, de toute façon. ça, On voit ouais, à il y a quel de point tout. c'est mélangé. Quelque part, tu sais, il y a Mais si mes souvenirs sont bons, l'échidné, lui, est réparti un petit peu partout en Australie. Mais l'ornithorynque, c'est vraiment la flaque au sud-est. C'est là qu'on les trouve, quoi. Ils sont ultra endémiques. Ouais, et puis on les- surtout, la partie la plus drôle, ça reste toutes les découvertes autour de l'ornithorynque. Mais Parce vas-y, que, vas-y. pour reposer un peu dans le contexte, la découverte de l'ornithorynque se fait par George Shaw en 1798, donc on est vraiment à l'aube des années 1800. Donc on parle de quand même 200 années maintenant. Donc on découvre cet ornithorynque. George Shaw fait la découverte de ça parce qu'il reçoit, lui, je crois me souvenir que c'est un naturaliste qui est directeur d'un musée d'histoire naturelle. Et on lui envoie un spécimen empaillé d'ornithorynque. Et quelle est sa première réaction à votre avis, c'est quoi? Je la connais. Je vais laisser les autres. Mathieu, Audric, vous avez une idée? Vous êtes naturaliste, vous recevez une espèce de castor mélangé à une loutre avec un bec de canard, des éperons venimeux, tout ça. Vous réagissez comment? Moi, je le cuisine pour voir si c'est bon. Exactement, c'est exactement ce qu'il n'a pas fait. Moi, je me dis que Dieu ou un apprenti Dieu a
a fait des expériences, et bon, au bout d'un moment, il a raté, il a fait n'importe quoi, mais il s'est quand même pris d'affection de sa création, il s'est dit, bah, je vais le foutre là-bas, je vais pas m'en débarrasser, quoi. Oui, il s'est dit, tiens, j'ai un terrain vague qui sert à peu près à rien, Voilà. l'Australie en l'occurrence. Oui, voilà, on va pas le Je vais y découvrir mettre, parce que là-bas, les humains, ouais. bon, ils ont que des bouts de bois. De voilà. toute façon, c'est là-bas qu'on met tout ce qu'on a raté comme expérience. Hein. Ah, grosso merdo, oui. Non, non. Bah, Alors, ça- Georges Chaud ne va pas manger Vas-y. l'ornithorynque étant donné qu'il est empaillé. Mais j'imagine que des personnes l'ont déjà cuisiné. Non, sa première réaction, c'est quoi ce truc? C'est un canular, évidemment. Et en fait, pourquoi il pense ça? C'est parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, me semble-t-il, les Chinois étaient particulièrement doués dans la taxidermie et surtout dans la création de canulars. En fait, ils créaient des fausses sirènes à partir de peaux de macaques et autres primates. Il cousait sur ces peaux toutes sortes de membres qui ne sont pas censés être présents, typiquement des pattes de canard, ce genre de choses. Enfin, des pattes de Ils ont des volaille. chimères. Voilà, il crée des chimères, tout simplement, effectivement. Et Georges Chaud, connaissant cette tendance qui existe, il se dit non, bah, écoute, à tous les coups, ça doit être encore les Chinois, hein, toujours, qui nous refont leurs blagues pour nous revendre leur truc. Donc il commence à regarder en bon expert qu'il est, et il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de couture, il n'y a rien, et c'est vraiment un vrai animal qu'il a sous les yeux. Donc du coup voilà, la petite blague, c'est que personne n'y croyait et pourtant c'était vrai. Donc autre Après, particularité il a des- vu Australie sur le paquet, il s'est dit ah non, c'est vrai. C'est ça. Non, mais j'ai la petite anecdote, c'était surtout ça que je voulais mentionner, c'est qu'on n'y croyait pas à ces animaux-là à l'origine, et moi je trouve ça cocasse. Est-ce qu'on a d'autres petites caractéristiques qu'on peut mentionner à part le fait que bah voilà, ils ont un éperon venimeux? Alors j'ai fait quelques petites recherches. Le poison est mortel pour beaucoup d'espèces de la taille pas d'un équidné, hein, je me suis perdu avec ces histoires, d'un ornithorynque ou plus petit. Par contre, rassurez-vous, c'est pas mortel pour l'homme. Non, ça crée juste une douleur incommensurable et une paralysie temporaire, mais ça ne tue pas. Pour ce qui est déjà un bon début. Petit fait marrant, quand vous allez à les la chances piscine, qu'on a de croiser un ornithorynque sont quand même assez faibles. Hein, donc en plus, on a normalement, ouais, si t'es en Europe, t'es relativement tranquille. Je ne sais pas si, étant donné que c'est une espèce menacée, je ne sais pas s'il y a des zoos qui en possèdent vraiment, des zoos, des parcs mais comme je animaliers. disais, il est vraiment endémique d'une zone très très précise de l'Australie en plus. Hein, donc même les dans son Australiens milieu n'en naturel, croisent mais pas, ouais. j'imagine qu'il doit y avoir un pays quelque part dans le monde où on troquait des ornithorynques comme les perles pour créer de la monnaie. Effectivement. Quoi qu'il en soit, quand vous allez à la piscine, vous plongez, bah, vous avez un réflexe naturel qui est de fermer les yeux, généralement, ou de porter des lunettes. Les ornithorynques ne portent pas de lunettes, mais par contre, effectivement, ils ferment les yeux. Donc, ils sont complètement aveugles sous l'eau. Ce sont des animaux qui chassent sous l'eau, mais ils sont aveugles sous l'eau. Ça aussi, c'est une particularité que je trouve marrante, parce que bah, comment ils font pour se retrouver dans l'eau? Eh ben, ils ont, dans leur fameux bec de canard, ils ont des récepteurs sensoriels qui leur permettent de capter toutes sortes d'ondes et de petits champs magnétiques électroniques qui leur permettent comme de les requins, débusquer alors. des proies. C'est comme les requins. En quelque sorte, oui. Ouais, les requins, il ils me ont semble que une les antenne requins, qui- c'est plus les vibrations qu'autre chose. Non, c'est les champs électriques par les antennes qui s'appellent les antennes de Lorenzini, nom du découvreur d'ailleurs, Qu'on salue. auquel on dit bonjour et qui sera très certainement dans une prochaine chronique de Mathieu. Mais Tout à fait. ça sont quand on dit vibration électrique, chaque corps émet des vibrations électriques hein, et c'est ça qui est capté. Donc le mouvement ou on va dire les battements du cœur et tout ça. Donc c'est ce que les requins captent. Donc si l'ornithorynque lui aussi détecte de manière électrique, c'est comme le requin quasiment, je pense. Oui, mais le requin, lui, il a des yeux pour voir sous l'eau, ce qui n'est pas le cas de l'ornithorynque. Effectivement, mais C'est- par contre le requin a une très très mauvaise vue. Hein. C'est pour ça qu'il attaque les planchistes et tout. Hein. C'est parce qu'il les confond avec des otaries. Oui, ou puis des les choses mouvements comme ça. d'eau font que aussi, les mouvements qu'ils ont dans l'eau font que ça leur fait penser à des proies. Mais restons sur l'ornithorynque. Hein. Je peux Tout à parler fait, des oui. requins avec grand plaisir, hein, j'adore ça. Hein. Pas de Mais, problème. Pour une prochaine chronique alors. Pour une prochaine Avec chronique, plaisir. il y a des trucs assez étranges parmi les requins aussi. Hein.
rassurez-vous. Non, mais si on veut résumer du coup l'ornithorynque, alors effectivement la blague d'Audric tout à l'heure, c'est un truc que moi j'entendais au collège. Oui, c'est Dieu qui était bourré un soir et il a commencé à faire n'importe quoi et ça a donné l'ornithorynque in fine. Mais donc pour résumer, c'est une sorte de loutre avec une queue de castor qui a des pattes palmées, un bec de canard, ça pond des œufs, ça a un aiguillon venimeux que seulement pour les mâles parce que c'est un peu sexiste quand même, et ça allaite en faisant couler du lait sur son pelage, quoi. Moi je trouve ça formidable et tout ça vient de merveilleux. Mais Et en plus, Camoulox. ça a des caractéristiques de poisson et ça détecte l'électricité comme un requin, quoi. Exactement. qui est Voilà. un poisson d'ailleurs, le requin. Ce qui Ouais, fait écho exact. avec la chronique de Tesla. Alors, mais comment on l'explique, évolutionnairement parlant, tout ça? C'est une excellente question. Moi je pense toujours que c'est la théorie de Dieu qui était bourré, c'est une très bonne. Oui, A puis moi, je priori, ce pense serait qu'on est, plutôt quelque chose de ouais. perdu par rapport à ce que l'on était avant. Il a pas évolué, mais il semblerait que fut une époque où nous étions tous monotrèmes, en quelque Alors, sorte. moi j'ai une autre théorie, ce serait que l'ornithorynque serait le dieu des canards, des loutres, des castors. Et donc il a créé la loutre, le canard et les castors à peu près à son image. Et donc l'ornithorynque aurait été bourré à ce moment-là et que c'est un dieu animal. Mais Alors, pour ça, il faudrait étant qu'ils aillent en donné que- pèlerinage chez lui aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens Change qui... my mind. Ouais, mais étant donné qu'il y a des tas de plantes étranges aussi en Australie, ça pourrait faire l'objet d'une chronique. L'Australie va faire l'objet d'une chronique, de toute façon. C'est obligé. Non, parce que c'est plusieurs chroniques à ce Oui, niveau-là. non, mais, Si on décide de faire une chronique par problème australien ou par animal, on va dire, improbable en Australie, on n'a pas fini. Là, c'est un. Ouais, un comme je te puissant l'ai déjà fond. dit, j'ai déjà au moins 3 sujets sur l'Australie, mais je vais les disséminer dans le temps parce que non, il y a des trucs vraiment pour donner un petit peu pour teaser comme on dit. Là-bas, on a un truc qui s'appelle la fourmi panda. Voilà, je vous en parlerai un jour, c'est exceptionnel la fourmi panda. Déjà rien que le nom, la fourmi panda. Oui, mais déjà. je suis en train de me demander à quel moment on se dit que tiens, ça, c'est pas une fourmi, mais c'est pas non plus un panda, donc ça va être les deux. Ouais. Mais Et en plus, c'est même pas une fourmi, c'est une guêpe. Oui, mais parce que C'est une l'araignée meuf de guêpe. crabe, ça se comprend, tu vois. C'est à mi-chemin entre les deux, on peut trouver. Mais fourmi panda, je sais pas, c'est pigeon sous-marin. Ouais, Pour quelque moi, part. on est à peu près de ce niveau-là. Mais pour l'ornithorynque, revenons-y quand même un peu, parce que Oui, on a pour déjà fait le l'ornithorynque, tour. du coup, personne n'a trouvé d'explication rationnelle? Alors, je n'ai pas assez de creuser les recherches en ce sens, pour être tout à fait honnête. Moi, je voulais juste amener le côté un petit peu comique que cet animal, c'est un fourre-tout au niveau de ses caractéristiques. On s'est dit, tiens, ça va être un mammifère, mais un mammifère qui pond des œufs, bon, pourquoi pas. Et on va le foutre dans un coin. Pour faire le lien en plus avec les requins, on a des requins qui sont ovovivipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs, mais ils les gardent dans le ventre pendant la durée de la gestation. Donc, on a peut-être un peu avec le lien avec les ornithorynques. On a quand même des belles saloperies qui traînent encore sur Terre. Ce qui est dingue quand même, c'est l'allaitement par ruissellement sur le pelage. Alors ça, c'est fou, quoi. C'est excellent. J'ai Moi, des je images suis qui me fan. viennent et j'avoue que... On en mettra exceptionnellement sur le compte. Non, Mais est-ce J'allais que dire que d'ailleurs... moi je pourrais le faire ça. Alors Mathieu, j'ai pas particulièrement envie de garder cette image. Enfin, non, je n'ai pas envie Alors, de Mathieu est m'étendre australien, là-dessus. faut aussi rappeler ça aux chroniques, enfin aux auditeurs. Non, Est-ce c'est que que ta l'Australie belle a trouvé barbe Mathieu pourrait trop dangereux. ruisseler de lait? Non, l'Australie a trouvé Mathieu trop bizarre et trop dangereux. Je pense qu'il vaut mieux préciser ça aussi. C'est pour ça qu'on l'a chez nous. Mais, D'ailleurs, quand on l'a découvert, on croyait une farce aussi, nous. On s'est dit non, mais ça peut pas exister un mec comme Mathieu. Les Et taxidermistes font du bon boulot, quoi. C'est ça. Mais juste aussi pour savoir, il me semble aussi donc la particularité des monotrèmes, c'est le bec et que l'échidné a un bec qui est de la même matière plus ou moins que celle de l'ornithorynque. Donc c'est aussi un trait de caractère des monotrèmes. Par contre, je ne me suis pas renseigné sur le fait que les échidnés suintent du lait par leur pic. C'est l'info, la hot news, comme on dit, de la chronique. Ce serait intéressant de creuser là-dessus. Alors moi, je laisse quelqu'un le faire parce que personnellement, j'ai pas envie d'en savoir plus sur le lait qui suinte sur le corps des animaux.
Mais si quelqu'un veut le faire, ce sera avec un immense Ouais, plaisir. il y a aussi une petite caractéristique que je voulais vous garder pour la fin. Ah, vas-y. En fait, si vous mettez un ornithorynque sous une lumière, sous une lumière ultraviolette, tout simplement, en fait, son pelage est fluorescent. Et ben ça lui fera un lien avec les scorpions, c'est super. Il manquait C'est- plus que le scorpion, justement, Ça dans fera un la lien boucle. avec les axolotes qui seront très certainement ma prochaine chronique. D'accord. Non, parce que les qui sont scorpions aussi aussi- deviennent sous lumière noire, ils deviennent phosphorescents. Ça, Bioluminescents. je ne le savais pas. Hmm. Et ils ont aussi un autre lien avec le fameux dard des scorpions qui est tout aussi venimeux. C'est n'importe quoi, cet animal. Ça a toujours été Ah oui, sujet de moquerie. Mais j'aime bien le nom anglais, platypus. Je trouve ça Ouais, assez le mignon. platypus. Il apparaît de manière assez marrante dans un jeu point and click qui s'appelle Deponia. C'est une espèce de mascotte, un MacGuffin récurrent dans Deponia. C'est assez sympathique. D'accord. Mais, voilà, l'ornithorynque reste. De toute façon, il pouvait être que en Australie et voilà. Oui, d'ailleurs, je vous ai dit qu'il a un bec de canard, mais j'ai oublié de vous préciser, il a aussi des dents, parce que, enfin, voilà, ils ont trois petites molaires ou En quelque chose plus. comme ça. Mais étant donné que ça leur sert à rien, ils les perdent en quittant le nid. Donc, du coup, Mais oui, mais en plus son bec est souple, hein, il est même pas rigide. hein. oui, Voilà. c'est relativement mou. C'est mou. Je- Et ça mange quoi? Ça se nourrit de quoi? Oh, des petits insectes, et tout ce qui est, tout ce que tu trouves. En fait, déjà, tout ce que tu peux trouver en Australie, c'est-à-dire plus ou moins tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut être Euh, domestique. Mais essentiellement des larves, des insectes, des petites crevettes, ce genre de choses. Oui, des petits poissons. s'il a le même niveau de sensibilité, au moins le même niveau de sensibilité que les requins, il peut récupérer une minuscule larve sous le sable sans aucun problème. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils font. En fait, ils fouillent dans les eaux troubles des fonds des lacs et rivières. Et ils trouvent des sortes d'asticots, ce genre de choses, quoi. As-tu quelques informations, comme par exemple la taille moyenne d'un ornithorynque ou son poids Oui, c'est relativement petit, en fait. Ça fait 30-40 cm de corps avec une Ok. queue de 10 à 15 cm. Ok. Je parle bien de enfin, voilà, Oui, bien hein. sûr. La queue de castor. Plate. Et en termes de poids, alors figure-toi que c'est plus léger qu'un chat, hein, parce que ça fait entre 1 kg et 2,5 kg. Ah d'accord. Ouais. Ah oui, c'est hyper léger. Hein. Pourtant, on dirait que c'est Voilà, on gros va et apprendre gras, que mais c'est rempli de creux, c'est vide à l'intérieur. c'est ça, un petit c'est plus. l'ornithorax creux. C'est juste rempli de lait qui suinte progressivement et puis quand il est Oui, mais vide, seulement pour quand les il est femelles. vide, il meurt. Moi, ça ne me surprendrait même pas. D'accord, donc c'est pas si grand que ça. On n'a jamais vu d'ornithorynque dépasser les 2 mètres. Quoi. Ça reste dans les 30 à 40 cm. Non, pas à ma connaissance. Peut-être un canular, mais je ne suis pas Georges Chaud, je ne sais pas juger là-dessus. Écoute, très bien. Eh bien, est-ce que tu as des choses à rajouter sur cet merveilleux animal? Prier le saint ornithorynque, je n'ai que ça à dire. Voilà. Mais moi, je suis content. Je me suis mis mon petit pari personnel de parler un maximum de canards ou de dérivés de canards dans mes chroniques. Et mais jusqu'ici, je tiens. On y est, hein, comme je l'avais dit dans la présentation. On est dans le canard, mais pas tant que ça finalement. Ouais, un canard un peu power-up, quoi. Alors, power-up, mais qui vraiment qui a raté. Hein, Oui, non, mais il y a des il est power-up passé, pourris dans les jeux vidéo voilà, aussi, il est hein. passé dans le truc de la mouche là. Oui, exactement. Ouais, c'est Jeff Goldblum qui s'est encore mis un déguisement un peu bizarre, quoi. Exactement. Alors, Audric ou Mathieu, est-ce que vous avez des questions au sujet de l'ornithorynque? Bah, cette moi, s'il y a chose. moyen de goûter, ça m'intéresse. Sinon, pas de question. Alors, ça ressemble au chat. D'accord, voilà. Non, mais c'est ce que Eh, disent d'accord. chaque personne quand tu goûtes un animal comme ça et que tu sais pas, en fait, tu dis que ça ressemble au chat. Ça a un goût de poulet. C'est un goût de poulet, voilà. Ouais, alors après, j'ai été en Asie du Sud-Est, hein, donc moi, ça me choque pas. Voilà, alors après ce passage de malaisance extrême que je souhaite effacer de ma mémoire, mais je vous en remercie quand même. Audric, as-tu une question Non, pas de question, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me vient à l'idée. C'est, vous voyez, dans un jeu de rôle, on a tendance à choisir une spécialisation pour son personnage, et donc on s'engouffre dans une branche. Mais là, l'ornithorynque, il a mis des points un petit peu aléatoires, et puis ça a fait un personnage de l'équipe dont on sait pas trop quoi faire.
Ouais, Voilà, c'est mais il a eu que des semi-orc, échecs critiques. Hein. Il a eu que des c'est ça. échecs critiques quand il a créé son perso. Le semi-orc barde biclassé moine. Voilà, Voilà, il y en n'a pas toujours vraiment un. de rôle. Avec des mais oreilles on le d'elfe, garde hein. parce qu'il Et, est Une atypique. taille de nain. Voilà. Eh ben, très bien. J'espère que vous avez appris quelque chose en tout cas, parce que. Je trouve Oui, ça fascinant j'espère que comme vous animal. avez quand même bien appris la leçon, comme quoi un équidné n'est pas un hérisson n'est pas un équidné, s'il vous plaît. Oui, et que Sonic court vite parce qu'il a des baskets. Exactement. Bon, bah écoutez, ma foi, c'était une émission fort sympathique, les amis. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Très content d'avoir eu Audric, le petit nouveau. Belle chronique pour commencer. Mathieu, bah, comme d'habitude, chronique super et intéressante. Et puis H, déroutante, hein, bien sûr, puisqu'elle était à l'image de cet animal qu'est l'ornithorynque. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce comptoir numéro 4. Je rappelle à tous nos auditeurs qu'ils peuvent laisser des commentaires, laisser un pouce, partager cette émission pour la faire découvrir auprès de leurs amis si ça leur a plu. Et ensuite, si bien sûr vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez toujours rejoindre les Braves, cette communauté européenne saine et enracinée comme on dit, pour plus de chroniques, de bonheur et d'ambiance bon enfant et de joie de vivre. Donc la chaîne YouTube des Braves, c'est @les Braves tout attaché et au pluriel. Même chose si vous voulez rejoindre notre canal Telegram, c'est @les Braves tout attaché et au pluriel. Et si vous souhaitez nous rejoindre aussi pour plus d'informations, en tout cas pour rejoindre les Braves, je vous invite à visiter notre site qui est www.lesbraves.org. Voilà, merci à vous trois les amis pour cette émission et pour ce bon moment. Un dernier mot pour la fin. Ornithorynque. Vendu. Les talons or. Et talons or, Mathieu. Canard laqué. Canard laqué. C'est merveilleux. Merci à tous les trois, merci à tous. En tout cas, on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Pour nous, ça a été un beau moment. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Hein, tout dépend de quand vous écoutez l'émission. Et on espère vous revoir très bientôt. À plus. Ciao tout le monde. À bientôt. À bientôt, salut. Salut.